Quand il y a un club dimensionné comme l'était à l'époque le Mans, ben la Coupe de France, c'est le levier formidable. Ça, pour les supporters, pour les politiques, pour les sponsors. Qui ne rêve pas de jouer un jour une finale de Coupe de France? Qui, aujourd'hui, je pense que c'est la plus belle des coupes. C'est les meilleurs souvenirs en tant que joueur, même en tant qu'entraîneur. C'est les moments de coupe. Un souvenir extraordinaire. On avait passé, si je me rappelle bien, une saison très très difficile en championnat. Ce parcours en Coupe de France, c'était une bouffée d'oxygène et ça a été des moments magiques. C'est notre bonbon, notre petit éclair dans cette saison qui était morose, qui était monotone. C'est le petit rayon de soleil. Une épopée comme celle du Mans, à chaque match, ça relevait de l'extraordinaire. C'est-à-dire que c'était quelque chose qui n'était pas vraiment prévu, parce qu'il faut se souvenir quand même que Le Mans avait une saison difficile en D2. Grâce à Gilles Leclerc, le défenseur central, Saint-Étienne mène 1-0. C'est d'ailleurs le score après une première période bien soporifique. Le Mans pointe donc à la 14e place. C'est même Westcal qui, à la 16e minute, après une belle erreur de la défense luciste, ouvrait le score grâce à ce joli coup de pied d'Allé. Le souvenir que j'ai, c'est que la Coupe de France, c'était vraiment, c'est pour vous les gars. Voilà, éclatez-vous, on va aller le plus loin possible. Tu étais toujours dans le ventre mou, entre la 5e et la 10e place. Voilà, tu étais un bon club de Ligue 2, mais voilà, tu disais que tu n'avais jamais performé en Coupe, quoi. C'est un club qui n'avait pas vraiment d'histoire. Alors de temps en temps, on nous rabâchait qu'en 1942, on a dû être en Ligue 1 ou je sais pas quoi. Mais il fallait un exploit sportif pour que tout d'un coup, on dise « Ah, on a une équipe de foot au Mans, mais c'est incroyable, quoi. » Et à l'époque, tu étais rarement télévisé, ça n'existait pas, la Ligue 2. Tu passais pas à la radio, il n'y avait pas Internet. La seule manière d'être mis en lumière, club comme joueur, c'était la Coupe. Et c'est cette année-là où on a fait un truc. 28 novembre 1998, le MUC 72 lance sa campagne de Coupe de France. Face aux amateurs d'Orvaux, 7e division, les Manceaux espèrent en profiter pour engranger de la confiance après un début de championnat raté et une élimination dès le premier tour de Coupe de la Ligue. Match pas facile, en plein hiver, terrain un peu boueux, comme on dit, on a fait le job, quoi. Alors, on a été quand même assez sérieux. Et on a gagné que 1-0 ce match-là, ça s'est joué, voilà, on a dominé le match, mais pas non plus le match accompli de bout en bout, quoi. Je crois que c'est Dagui qui a marqué ce match-là. Quand tu sors de ce match, l'équipe qu'on élimine doit se dire bon, ils iront pas très loin derrière ces gars-là parce qu'on a vraiment souffert, Mais j'avais un ami entraîneur, il me disait toujours, quand on fait des tours difficiles en Coupe de France, on va aller loin. Et je me suis fait cette remarque. Et je me suis dit, tiens, ça a été un match difficile, bah on va aller loin. 19 décembre 1998, pour l'un de ses derniers matchs sous les couleurs sang et or, Réginald Ray inscrit le second but qui envoie les Manceaux en 32e de finale. Le 23 janvier 1999, Le Mans reçoit Louan Cuiseaux. L'émission Téléfoot commence à s'intéresser au sang et or. Le Mans a largement battu, club de D2 a largement battu Louan Cuiseaux grâce à 3 buts de Bakary, un but de Darvelet contre un but de Lima pour Louan Cuiseaux. Je crois qu'on s'est donné vraiment à fond là-dedans. On avait trouvé peut-être un nouvel objectif avec la Coupe de France. 19 février 1999, les hommes de Marc Westerlop sont face à leur destin. Jamais le MUC n'a éliminé une équipe de première division. Le Stade Rennais de Paul Le Guen se présente en grand favori avec notamment Christophe Revaux, Édouard Cissé et Anthony Révélière, mais sans sa star Shabani Nonda. Petite anecdote personnelle. Ma femme a accouché de mon deuxième garçon, Nicolas. C'était pile sur le jour du match contre Rennes. Donc avec le gynéco qui était très sympa, et bon, il m'a dit écoutez, vous inquiétez pas, on va déclencher l'accouchement la veille, il n'y a pas de problème. Donc Nicolas est né, il est né le 18 février, donc le match contre Rennes c'était le 19 février. Rennes c'était une grosse équipe, une des meilleures équipes de France. C'est une D1.
Donc forcément, on se dit, est-ce qu'on a le niveau de jouer contre ces équipes de D1 ? On va avoir un public, on va avoir une ville derrière nous. Ouais, c'est le moment de sortir un petit peu les tripes et de se dire, on va essayer de faire plaisir aux gens. C'est aussi un peu à l'image de l'effectif cette année-là, c'est-à-dire que c'était un effectif, je pense, plus de coupe que de championnat. Quand la coupe arrivait, on sentait une concentration, une motivation. Léon Bollé, stade plein, affiche. C'est possible, mais l'expérience nous fait qu'on n'a jamais été éliminé de D1, donc on se dit que ça va être chaud. Mais sur un match de Coupe de France, il faut y croire. Pour le Mans, c'est un événement. Pour moi, c'en est un parce que c'est mon ancien club. Là, il va falloir monter notre niveau, tant défensivement qu'offensivement. Et défensivement, ils m'ont vraiment impressionné. On n'a jamais été en grosse difficulté contre Rennes. Et puis sur des attaques rapides, sur des contres, on leur a fait mal, quoi. Là, je me souviens de mon but. Voilà, ça c'est sûr. Je prends le ballon à l'extérieur de la surface, je crois. Je fais pied gauche et j'enroule deuxième poteau et je lobe revaux. Je ne voyais pas Rennes marquer. Vous savez, des fois, vous avez des sensations comme ça en tant que coach. Vous dites, aujourd'hui, ils sont vraiment bons, ils sont vraiment concentrés, ils se parlent. Fin de match, on est tous fatigués. Donc moi, je joue milieu de terrain défensif. Eux, ils faisaient tout pour aller égaliser, donc ils commençaient à être désorganisés. Et moi, je commence à presser le libéro. J'arrive à lui choper la balle dans le rond central et il n'y a plus personne. Donc là, je pousse la balle et je pars. Donc j'étais à la limite d'avoir des crampes et je pars tout seul au but. Et puis il y a Revaux qui sort, je fais un petit piqué. Et là, tu sais que le match, il est gagné, quoi. 2-0, 92e, le public est top. Quand tu es joueur, c'est top, ça, quand tu vis ça, donc c'était bien. C'est un de ses seuls buts, je crois, Jérôme, parce qu'il ne marquait pas. C'était un gentil garçon, mais il ne marquait pas. Il y a des moments charnières où c'est normal de passer. Orvaux, c'est normal, Pau. Et puis Rennes, donc on fait le job. Et puis on passe. Donc on se dit, le prochain tour, c'est quoi ? Et puis contre qui on va tomber ? On a déjà éliminé Rennes. Bon, on peut éliminer n'importe qui. Hein. Le club n'avait pas encore été en L1 et tout ça, donc c'était quelque chose d'invraisemblable, de magique, quoi. Ce qui était très étonnant, c'est que c'était pas une équipe qui était portée par une dynamique sportive. Et ils arrivaient à se mettre au focus sur la Coupe de France et à se sublimer sur ce match-là. En championnat, on avait des problèmes d'efficacité. Mais par contre, en coupe, c'était pas du tout le cas. On était beaucoup plus efficace qu'en championnat. Rennes, c'est comme Nantes, c'est le grand frère qui est à 200 bornes de chez toi et qui représente quelque chose sur le football français. Le Mans qui t'apprenne, c'est toujours assez particulier. Ouais. Ça a été ce moment-là où, en fin de compte, on sent qu'il y a un truc à faire. Forcément, quand on élimine Rennes, ça ouvre les portes du possible. Hein. J'ai créé, après ce match-là, une amitié avec Bernard Lyons, le journaliste de l'équipe. Je m'étais un peu pris avec lui la veille du match, à l'entraînement de la veille. Et j'avais entendu une réflexion comme quoi, si on mettait aussi peu de qualité dans nos coups de pied arrêtés, on n'avait aucune chance en fait. Et je me rappelle lui avoir dit, écoute, t'es journaliste, t'es pas fouteux, tu vois, donc on verra demain, on en reparlera demain. À partir du moment où tu arrives à te hisser jusqu'en 16e de finale et tu arrives à taper une D1 Rennes, là oui, entre guillemets, tu crédibilises ta performance et ton épopée. Et après, il a suivi notre épopée en coupe. Il venait avec nous, enfin il venait chez moi, il venait à la maison. Il participait à tous nos bons après-matchs. Et on allait tous dîner ensemble à la taverne de Canterbro et on a même fait tourner les serviettes plusieurs fois. C'était plus arrosé, oui, ouais, c'était un peu différent à l'époque. Marc il nous demandait d'ouvrir ce fameux couvercle de marmite là pour décompresser, lâcher le truc et puis hop, le refermer rapidement. Bon, il faut aussi profiter un petit peu, surtout dans des périodes comme ça de victoire ou quand on passe en coupe. Ouais. C'était une époque, ça paraît complètement dingue aujourd'hui ici, mais il y avait une vraie proximité entre les dirigeants, les joueurs et les journalistes. On ne partait pas dans des beuveries ou des fêtes à finir au petit matin, mais on faisait un peu plus. Il ne fallait pas gueuler sur la préparation physique ou sur la récupération physique, parce que les paquets de Marlboro et les bouteilles de Sky ou de champagne, elles ont volé
parviennent. Il n'y avait pas encore l'époque de la dictature des réseaux sociaux. C'est des générations de footballeurs qui fumaient, qui aimaient bien boire un petit coup, qui aimaient bien danser. C'était le football à papa et c'était vraiment sympa. C'était vraiment tous des super mecs, quoi. C'était des types qui étaient souriants. Moi, je pouvais aller les voir à l'entraînement, les rencontrer, les machins. C'était toujours que des sourires, que des sourires. Les joueurs étaient beaucoup plus soudés qu'aujourd'hui. On était plus des copains. J'avais une vraie vie sociale au Mans avec un groupe de joueurs. Et en fait, on se voyait les week-ends, nos femmes se voyaient souvent. Si tu n'as pas un petit supplément d'âme, tu ne peux pas y arriver. Et pour avoir un supplément d'âme dans un vestiaire, il faut qu'il y ait à minima une harmonie. Et c'est ça qui te permet de réussir des performances. Et cette équipe-là, elle était comme ça. Le Mans. Voilà. Le Mans, eh bien, écoutez, ça reste quand même Clermont Le Mans pour les raisons su s'expliquer avant. Et écoutez, à Clermont, j'imagine que vous êtes satisfait. Alain Gallo, vous êtes le président de Clermont Foot. Très satisfait, je remercie Marcel Desailly de ce tirage. Tout le public clermontois attendait une équipe à Clermont. Ça sera Le Mans, donc on les attend avec un espoir de participer une deuxième fois aux quarts de finale en 2 ans, ce qui serait très bien pour toute la région. Clermont, c'était pas un bon tirage. C'était un piège parce que c'était l'équipe qui avait éliminé le PSG. Voilà. C'était une équipe quand même, une bonne équipe de CF1. C'était solide. 13 mars 1999, les Manceaux ont l'occasion d'écrire leur histoire face aux amateurs de Clermont. Lors de la saison précédente, les Auvergnats éliminaient le grand PSG au même stade de la compétition. Le MUC 72 est prévenu. Les supporters, eux, sont déjà bien chauds. H-2, René Lelamer et les Clermontois sont à pied d'œuvre. La pelouse est bouchonnée une toute dernière fois. Ensuite, c'est au tour des Manceaux d'arriver. Et dans les tribunes, opposition colorée et pacifique des supporters. Le Mans est en jaune, Clermont en bleu et rouge. Stade plein, ambiance de folie, un peu comme au rugby, tu sais, à Michelin, c'est quand même, les Auvergnats, c'est quand même des mecs... Avant le match, je leur dis faire 2-0 à la mi-temps. C'est une équipe moins forte que nous. Il faut pas les laisser jouer. Il faut d'entrée aller les chercher et puis très vite marquer. À la mi-temps, on doit faire 2-0. 6e minute, touche pour Le Mans. Darbelé en position d'ailier gauche, réussit à centrer. Jaillissement de Bakary et ouverture du score. 1-0 pour Le Mans. Et 6e but de Taiki Bakary en Coupe de France. Il en avait notamment marqué 3 face à Louan Cuiseau. But tout en puissance. Ce match-là, tu le fais au 7e tour, au 8e tour. On aurait beau te dire attention, Clermont. 7e, 8e tour, tu dis bon allez, on va être 16e, 8e, c'est pas pareil. Là, tu jouais pour l'écart. 14e minute maintenant, faute de Moreau sur Bakary. A priori, il n'y a pas vraiment danger, le coup franc est très excentré. Franzel le tirant, forte et surprise. La balle est au fond, 2-0 pour Le Mans. Le coup est dur, le match a commencé depuis un quart d'heure et l'équipe de D2 a fait le break. À un quart d'heure, le stade s'est éteint, on a marqué 2 buts. Et après, on a fait, comme je te disais, on a fait une passe à 10. Je pensais que c'était un des matchs les plus durs, le plus dur tirage, ça a été le match le plus facile en fait. Et les dernières illusions de Clermont se sont envolées, plus rien ne sera marqué. Victoire donc du Mans 2-0 et surtout qualification pour le quart de finale, joyeusement fêtée par les supporters. Mené 2-0 à la mi-temps, c'est ce que vous aviez fait au début du match? Oui, c'est vrai qu'on avait décidé d'avoir l'esprit coupe ce soir, de démarrer très vite et de jouer comme à la maison. Donc on a démarré très vite et bon, on a eu la chance de marquer 2 buts très rapidement. Donc bon pronostiqueur, et ce soir vous allez rêver que vous allez jouer la finale au Stade de France? C'est pas... effectivement, vous avez raison, il faut rêver en sport. Et c'est la saison ou jamais, c'est pas l'année prochaine, c'est pas dans 2 ans, c'est cette année qu'on doit rêver. Tu as des années de championnat et tu as des années de coupe où tu as l'impression que ton équipe en coupe elle peut faire un truc. On commence à regarder un peu les tirages, ce qui n'était pas le cas avant, et puis on se rend compte qu'il y a beaucoup de Ligue 1 qui se font éliminer. Il y a beaucoup de Ligue 1 qui se rencontrent, il reste pas mal de clubs de Ligue 2. Tout était réuni pour qu'il se passe quelque chose, quoi. Suspense, et ce sera Laval. Le Mans-Laval, eh bien c'est un derby puisque les deux villes ne sont séparées que d'une 60aine de kilomètres. Pour un supporter, il n'y a pas de meilleur tirage. On sait qu'on joue Laval, on sait que que le Mans-Laval, ça n'a jamais été des matchs faciles. Et que tu joues à Léo sur un quart de finale, tu dois passer.
doit passer parce que forcément, tu vas marquer les esprits. En plus, moi, je suis Manceau, donc quand on était jeune, déjà, Laval, c'était un match spécial. Donc là, ouais, quart de finale, c'était chez nous, on voulait pas le perdre. Nous, quand on jouait Laval, à l'époque où on était au Mans, c'était vraiment la semaine, elle se préparait différemment. Et pourtant, nous, on n'est pas Manceau à la base, mais on s'était baigné dans le truc et que quand il y avait la semaine de Laval. Parce que c'est les anciens Manceau comme Régis, Kiki, Willy qui nous disaient Laval, c'est le match qu'il ne faut pas perdre. On n'avait pas le choix. Ils nous bassinaient avec leur exploit en Dynamo de Kiev, là, en Coupe d'Europe, pendant 83 ou je crois pas. Laval, quand on était gamin, nous on n'est pas nés avec cette génération-là, mais Laval c'était le club de la Coupe d'Europe. Au début des Warshippers, tout le monde nous saoulait avec Laval. Voilà, c'était la grande équipe. Pour moi, ça a toujours été la petite ville par rapport à la grande ville du Mans. Il y avait une effervescence, il y avait une ferveur, tous les gens en parlaient. Dès l'instant qu'on a connu le tirage, on a vraiment senti qu'il se passait quelque chose au Mans. On déclenche des choses à l'intérieur du club comme à l'extérieur, quoi. Autant au niveau des supporters, même à l'intérieur du club, au niveau des salariés, il y a un engouement, il y a quelque chose. C'est un match fabuleux parce que y a l'avant, il y a l'avant-match où, puis quand je dis l'avant-match, c'est pas la veille, hein, c'est tout le temps. On ne parle que de ça, on ne dit qu'à ça, on ne pense qu'à ça. Léon Bollé mobilise toutes les énergies, notamment celles du club des supporters du MUC, chargé d'orchestrer la fête. On attend l'arrivée du personnel, des supporters, les bénévoles, puisque c'est eux qui vont être derrière les stands. Malheureusement, certains ne verront pas le match, hein, c'est comme ça, c'est le bénévolat. Vous ne verrez pas le match, c'est pas un petit peu gênant, un petit peu quand même? On s'arrange entre collègues? On va être 5, 6 par minute. Ça prenait pratiquement toute une semaine la préparation. Hein. Les bénévoles étaient très pris. On avait plaisir à se retrouver pratiquement tous les soirs au stade de Bollé. Pour certains, c'était notre résidence secondaire. Hein. Dans les tribunes, 12 000 Sartois et Mayennais vont prendre place. Les supporters du MUC 72 disposeront d'un léger avantage. On est en train de préparer toutes les affiches Le Mans, on met sur les sièges jaunes, rouges et jaunes. Alors toutes les affiches rouges, on les met sur les sièges rouges. Et toutes les affiches jaunes sur les sièges jaunes, du fait qu'il y aura Le Mans d'aspect en jaune. Ça va servir à animer, je veux dire, le stade et puis à mettre Le Mans en grand en valeur, tout à fait. Quant au résultat final, les aficionados Manceau ne lésinent pas. Pour eux, cette rencontre historique mérite bien un score à l'accent historique. Je suis arrivé au stade, je crois que je venais de Coulennes. Et c'est la première fois que je voyais ça. C'est-à-dire qu'à partir de Coulennes jusqu'au stade Bollé, les quais, le tunnel, le centre-ville, tous les quartiers, il n'y avait plus où se garer nulle part. La ville était noyée sous les voitures et les gens. Et il y avait des queues de gens sur les trottoirs qui allaient vers le stade. Tout le monde était là, tout le monde voulait bien sûr sa place pour venir au stade. Et je me rappelle, on est dans la voiture et on se fait la réflexion en se disant, là, on vient de passer un palier. Parce qu'on n'avait pas connu ça, quoi. C'est l'opportunité d'aller en demi-finale. La dernière marche avant la finale. Le stade était plein à craquer. Ça bouillonnait. Ça bouillonnait. En plus, il y avait des supporters de Laval qui étaient venus nombreux et on sentait une ébullition. Moi, j'aimais bien ce stade parce que, d'accord, il était un peu d'une autre époque, mais il y avait une vraie âme. Je me rappelle que quand on est rentré sur le terrain, il y avait un parfum bizarre. Il faisait beau. Je crois que c'est le premier match où j'ai senti que le stade était vraiment en fusion. Enfin, moi en tant que joueur, hein, où vraiment plus il y avait les deux tribunes, je crois que c'était le record de ce match-là, c'était le record d'influence, il devait y avoir peut-être 12 000, je sais pas, 12-13 000, un truc comme ça. Donc c'était top. J'étais convaincu quand je suis rentré sur le terrain qu'il ne pouvait rien nous arriver. Rien. Sur ce match-là, rien. Pas contre Laval, pas chez nous. J'ouvre le score sur un super coup franc. Ce sont les Manceaux qui avaient ouvert la marque à la 28e minute sur un coup franc de Revilliers, une balle brossée qui contournait le mur mayennais. Dès que j'ai posé le ballon, j'ai su que je tirais là, quoi. Premier poteau, dessus du mur. Puis bon, la réussite a fait le reste. Derrière ça, je crois qu'il y a un coup franc excentré pour eux et c'est Mohamed Chaouch qui marque. Nullement découragé, les Lavallois répliquaient à la 38e minute, toujours sur coup franc. Citruc trouvait la tête de Mohamed Chaouch, un partout, score à la pause, tout restait ouvert. Et c'est moi qui étais au marquage, donc j'avais les boules. Parce que c'était à cause de moi. Si on fait un partout, quand tu es au marquage sur un corner et que tu prends le but, donc là je m'en voulais. Et après le festival du nain de jardin de Momo Dadou, 2 buts de la tête alors qu'il fait 1m10, ça c'est... Ouais. Il y a des trucs qui font que... Ça s'explique pas. Ça s'explique pas, c'était notre jour à nous. Ouais, 64e minute, faute de Moreau sur Bakary, coup franc de Revilliers, tête d'Adadou, 2-1. 3 minutes plus tard, corner toujours de Revilliers, à nouveau Adadou à la conclusion, 3-1.
Alors moi, je ne sais pas ce qui m'arrive ce jour-là. Marquer 2 buts de la tête dans un seul match en espace de 3 minutes, je pense que c'est une de mes premières fois de ma carrière que j'ai... 2 buts de la tête, c'est pas courant chez moi. Puis bon, il faut voir le contexte aussi, quoi. C'est un quart de finale. C'est un peu la cerise sur le gâteau, ça. Sortir le concurrent direct, on peut dire, dans le derby, le stade était plein, il y avait une ferveur. C'est des moments que tu n'oublies pas. Pourquoi? Parce que tu as l'impression que tu as tout un stade qui se lève. Et c'est surtout ça qu'on recherche, ces émotions-là. Encore un exploit de battre notre voisin lors du derby du Maine, d'éliminer le Stade Lavallois. Qui l'eût cru? Et oui, Le Mans, le MUC 72 l'a fait, dans une ambiance indescriptible. J'ai l'impression que vous êtes aussi épuisé que les joueurs sur le terrain. Au bout de 90 minutes, je suis mort. Pourquoi vous faites ça? Parce que j'ai la passion du MUC, c'est tout, j'en ai sans rien. Tu ne réalises pas sur le moment, mais le lendemain, tu réalises. Tu as fait une grosse perf. On se dit qu'il faut aller jusqu'au bout, hein. Mais il y a encore un obstacle à passer avant de rejoindre éventuellement le Stade de France. Mais c'est vrai qu'on a obtenu une fois de plus ce soir le droit de rêver à une finale de Coupe de France qui pour notre club est absolument extraordinaire. Tout le monde voulait participer à la fête, donc ça rentrait, ça sortait, ça chantait. Les joueurs arrivaient même pas à s'habiller. C'était un foutoir général. Quand tu veux te faire un nom, il faut un peu pousser les meubles, et les vieux meubles. Et là, ils étaient arrivés à pousser la balle et à continuer. Et à chaque fois, ça a été un peu des marqueurs, tous ces matchs-là. C'est les demi-finales, maintenant c'est le Stade de France qu'on veut. On veut aller mettre le feu au Stade de France. Là, on dit pourquoi pas une demi-finale, et une demi-finale peut-être chez nous, avec encore un public qui va être derrière, et après le Stade de France, puisque à l'époque, le football français était au sommet du monde, avec la France championne du monde. Donc on vivait notre Coupe du Monde par l'intermédiaire de cette Coupe de France. Tu regardes Téléfoot et tu te dis, ouais, contre qui on va jouer? Sedan donc à domicile dans les arènes. On est forcément déçus de ne pas jouer à domicile, d'autant plus que Sedan est quand même très éloigné du Mans et qu'on va jouer en semaine, donc il sera très très difficile pour nous d'emmener nos supporters. Mais ceci dit, on va jouer pour une place en finale de Coupe de France. Et au niveau motivation, j'ai aucun doute sur l'ensemble de nos joueurs et de notre entraîneur. Et je pense que vu le dernier match qu'on a fait à Sedan en championnat, que nous avons perdu 1-0 après avoir, je crois, un petit peu dominé l'équipe de Sedan, ça nous laisse espérer une possibilité d'ouverture et de pouvoir accéder à cette finale qui nous fait tant rêver. Sedan était en tête du classement, il me semble, ou deuxième, je crois. Non, c'était eux les favoris. En plus, on jouait chez eux. Aller à Sedan, c'était pas évident, chez les Sangliers. Au début, tu es déçu parce que tu voulais jouer chez toi. Donc au début, tu es un peu déçu. Mais après, tu te dis, allez, c'est une demi-finale, ça va être retransmis sur Canal+, ce qui était rare, nous. J'avais l'opportunité de faire un truc qui m'était jamais arrivé, qui n'était jamais arrivé au club, de donner peut-être la chance d'aller au Stade de France derrière, quoi. Il y a un réel engouement et tu sais que ce match-là, il va faire parler. C'est le Stade de France qui revient souvent. Stade de France. Maintenant, je pense que derrière ça, il y a une ville aussi. Moi, je sens que vraiment, c'est la ville. Dans les journaux, ça parlait tout le temps. On savait que c'était la première pour le club de peut-être franchir la finale pour la première fois. Donc ouais, il y avait un premier bel engouement. Là, les télés sont présentes. À la Pestardière, il y avait Canal, il y avait France Foot, tous les journalistes de l'équipe, de machin, ils sont tous là. On sent justement cet engouement pour cette demi-finale-là, mais entre nous, on ne se prenait pas la tête. Il y avait tellement de joueurs déconneurs. On est arrivé à essayer de passer outre de cette pression médiatique ou cette pression du match. On savait qu'on allait y arriver, donc on attendait tranquillement ce match et puis c'était parti. Moi, personnellement, je n'ai pas très bien dormi. Vers 5h du matin, il y avait la petite boule qui est arrivée dans le ventre là. Et je pense que c'est un peu normal, hein, c'est une demi-finale de Coupe de France. Si on a perdu 2 fois au championnat contre Sedan, je pense qu'on a nos chances en Coupe de France. Je dirais que c'est une fête, hein, que l'on gagne ou que l'on perd, on est quand même en demi-finale de Coupe de France, donc je pense qu'il faut arriver à prendre un peu de recul par rapport à ça. Bagui Bakary est un cannibale. Pour l'instant, je ne me rends pas compte que je vais faire une demi-finale, donc pour moi c'est un match comme un autre, on verra après. Impatient quand même d'être au match, mais pour l'instant, non, ça va. Il ne faut pas être trop se mettre la pression, on aura le temps de ça ce soir dans le match. Sinon, je pense qu'on a fait quelque chose de beau et j'espère que ça va bien se passer, quoi.
parti le matin, on était dans un château. On était dans un château la journée. Après le truc classique, on a mangé, collation, tout ça. Indirectement, on sent la pression commencer à monter, quoi, parce qu'on n'était pas dans le même cadre que d'habitude. C'était un peu Clairefontaine. C'est un peu Clairefontaine. Quand on part de l'hôtel et qu'on est dans leur rue principale, toute vert et rouge, que des drapeaux. Ils étaient tous dehors là, ils tapaient sur les vitres du bus et tout, ils étaient remontés, le public il était chaud, tu vois. Non, c'est une bonne ambiance, c'est un petit club, mais c'est le petit Saint-Étienne, on va dire. C'est fort à dire, mais c'est un peu notre Coupe d'Europe à nous, c'était un peu un match de style un peu Coupe d'Europe. Et côté supporters Monceau, il y avait 2-3 cars, je crois, qui s'étaient déplacés. Qu'est-ce que vous allez faire pendant les 6 heures de route là? Là, on va sûrement se repasser la cassette Le Mont-Laval. Nous l'avons. Moi, je ne l'ai pas vu, ça va me faire plaisir. Si le Mugen, ça va être la fête partout jusqu'à demain, voire après-demain, voire une semaine après, jusqu'au Stade de France. J'ai qu'un mot à dire, allez le Muc. La plus difficile décision que j'ai eu à prendre en tant que supporter. J'avais mon ex-épouse qui était enceinte jusqu'au cou, et puis je n'ai jamais regretté ma décision, parce qu'effectivement, moi, j'ai vécu le match aux Zèbres avec des potes qui ne pouvaient pas faire le déplacement. J'étais tranquille parce que j'étais sûr de ne pas louper la naissance de ma fille, qui allait décider d'arriver un 1er mai, le jour d'un match, Le Mont-Laval. Moi, je me blesse et je ne participe pas à cette demi-finale. Les seuls souvenirs que j'ai, c'est de voir le match chez Émeric Darbelay. Le rêve, je le vis à la télé sur cette demi-finale. J'ai très peu de souvenirs de mes matchs de foot et celui-là est vraiment un match qui m'a marqué parce que je m'en souviens. Et on arrive au stade, le stade il est déjà plein, 2 heures avant. Et t'as un sanglier. T'as un sanglier avec un monsieur qui prend en laisse, qui fait le tour du stade. Donc c'est quand même pas commun. Et toi, t'es là, tu te dis, c'est parti, on envoie. On avait notre tribune derrière le but. Toute petite tribune. À droite de Manso, qui était là aussi, qui était fourni. Ils étaient un millier, un bon millier. Ils avaient fait le trajet, les gars, c'était super. Vous s'entendez un vieux stade, mais à ce point-là, quand même pas. Ça fait une grosse surprise, quoi. À 1 heure du coup d'envoi, les supporters Monceau sont encadrés sur une aile du vétuste stade Émile Albo. La visibilité à cet endroit est réduite, peu importe, foi de supporters. Là encore, l'essentiel est de vivre ce moment historique. On saura dans presque 2 heures maintenant, peut-être un peu plus, s'il y a des tirs au but, s'il y a des prolongations. On saura qui est le premier qualifié pour la finale de la Coupe de France. Le 15 mai au Stade de France, ce sont 2 équipes de Division 2. A priori sur le papier, Sedan par favori parce que Sedan a l'avantage du terrain face à l'équipe de Marc Westerlope et l'équipe du Mans, parce qu'il y a un gros écart entre ces 2 équipes en Division 2, que Sedan est sur le point de monter en Division 1 et que le Mans se bat pour ne pas descendre en National. Mais c'est la Coupe de France avec son lot de surprises. C'est parti. Ça va être dur, mais allons-y, quoi. Allons-y. Et je vous dis, j'ai rien changé. Hein. On est parti là-bas, pareil, avec une équipe offensive. Il y avait quoi? Il y avait Revilliers, Adadou, Bakary et Darbelay. On s'est dit, allez, on y va pour gagner, quoi. On va pas subir là-bas, parce que si on subit, on va se faire manger. Alors, le terrain pourri. C'était un terrain catastrophique. Ouais, c'est terrible de jouer une demi-finale sur un terrain comme ça, parce que tu te dis que on va pas donner le plaisir aux gens. Il n'y a plus d'herbe dans le milieu, tu dis allez là ça va être la guerre pendant 1h30 voire plus. On jouait sur un stade particulier, hein, un stade à l'anglaise, il y avait un bruit pas possible, quoi. C'était vraiment une ambiance coupe, quoi. Dès le début du match, j'avais pas des bonnes sensations. Ça faisait plus d'1 mois que j'étais sous le coup d'une suspension. J'avais 2 cartons jaunes, à ce moment-là, 3e carton jaune était suspendu, et je savais que si je prenais un carton jaune à la demi-finale et qu'on avait la chance de se qualifier, je ne pouvais pas faire la finale. Donc je m'étais dit, il faut absolument que je chope un carton jaune avant pour être libéré de ça. C'est super compliqué de choper un carton jaune. J'ai pas réussi à en prendre un, j'ai pas réussi à faire un tirage de maillot ou un truc comme ça pour choper un carton jaune avant. Et je me suis retrouvé à aller à Sedan avec cette épée de Damoclès au-dessus de la tête. J'y ai pensé pendant tout le match. La frappe de Jouan et la parade, la claquette de Regnault.
superbe frappe de Christophe Jouot. Pour Bakary, il y a Satora qui veille derrière. Bakary est passé, Monsieur Bata qui siffle le pénalty. Pénalty pour l'équipe du Mans sur cette faute de Satora sur Bakary. Dagui Bakary il se fait faucher dans la surface de réparation, donc pénalty logique. Dagui tirait tous les pénaltys, donc il ne me laissait jamais rien de toute façon dans Dagui. Donc il prend ses responsabilités. Bakary pour tirer ce pénalty à contre-pied. Le Mans mène à Sedan 1-0. Là, on se dit, la bonne étoile, elle est chez nous. Juste là, donc c'est parfait. Juste devant les supporters, c'est génial. T'es en transe, mais tes potes là-bas, ils sont en transe, mais t'es en transe. Tu te rends compte que Le Mans t'es dans une demi-finale de Coupe de France et que Le Mans, potentiellement, à un moment de son histoire, le 72 était en direction de la finale de la Coupe de France. Ça y est, Monsieur Bata siffle la mi-temps sur le score donc de 1-0 en faveur du Mans, but de cet homme, Bakary. À la mi-temps, on s'y voit. On se disait, ça va peut-être tenir. Le changement, donc c'est Alex Di Rocco qui est remplacé, qui rentre donc sur le terrain. Et donc on va voir Alex Di Rocco qui avait marqué, on s'en souvient, le but de la qualification avec Borbiconi lors du tour précédent. Donc on est peut-être un petit peu superstitieux. On va lui demander, Patrick Remy, justement, ce changement, Alex Di Rocco. Oui. Qu'est-ce que vous comptez comme changement de physionomie pour la seconde période? Des petits détails, avoir encore un point supplémentaire de fixation en attaque et de la présence aérienne pour jouer d'une manière complémentaire avec Ndjefi et Cédric Mionnet. C'est un ballon rentrant forcément dégagé du point par Regnault qui est décidément excellent ce soir. Dangbeto, Sedan qui repart à l'assaut au début du Mans avec un ballon de Quin encore une fois renvoyé par la défense du Mans. Bien campé, c'est verrouillé derrière, c'est bloqué pour l'instant. Quin pour Di Rocco qui se précipite et ce sera un corner. Tu sens qu'ils essayent de pousser, donc ils commencent à se désorganiser. Tu sais qu'il va y avoir des espaces et tu dis si on leur met un deuxième là, c'est terminé. Revillet. Il n'y a rien, il est parti au bon moment. Jeu de position à Dadou. Oh, quelle occasion de break, Ça restera, comme on en parle tout le temps, Momo Dadou, il aurait dribblé même ses enfants, sa sœur, son frère, et ce jour-là, il a tenté un lob de 40 mètres. Va savoir ce qui est passé dans sa tête. J'ai un faux rebond, donc si c'est un terrain normal, je contrôle et je vais fixer le gardien, et je vois Nico sortir, et vu que le rebond, j'essaie de lober, mais je lobe la tribune, je crois. Je lobe la tribune, et je pense que c'est un tournant. Mais ce ballon-là, c'était fini. Tu marques là, tu y es au Stade de France. Ouais, j'ai raté. Donc je regrette. J'aurais préféré aller le dribbler. Mais je me dis aussi, peut-être qu'à 2-0, on n'a pas ce match-là. Et si on n'a pas ce... On aurait... Je sais pas. Je ne vais pas dire ce qui serait passé. Et même s'il y a 1-0, t'es plus en danger. Il reste un quart d'heure, t'es bien. T'es bien et t'es en place. On est en bloc bas, on défend, on est bien. On n'est pas en danger. Moi, je le vois aller à 1-0, le match au bout sans problème. Moi, je suis quelqu'un de pragmatique. Je suis sur le canapé. À 1-0, je sais très bien que le match n'est pas joué. Et puis arrive cette fameuse touche sur le côté droit où David Swanzel simule une blessure pour gagner un peu de temps. Et en fait, il est en dehors du terrain, donc ça ne gagne pas du tout de temps. Et le Sedanais, je ne sais plus lequel, fait la touche sur le côté. Et moi, je pars comme une balle pour pallier l'absence de David. Et je fais un tacle nul. Et je fais une faute nulle. Et je prends un jaune. Et là-dessus, je sais que de toute façon, je ne vais pas pouvoir faire la finale. Psychologiquement, mentalement, c'est difficile de pouvoir quand tu prends le carton, que tu sais que tu es privé de la finale, forcément tu es impacté sur le replacement, sur la concentration. Et donc je vais me replacer avec la tête dans le cul. Beaucoup franc pour les... Et derrière, on joue la tête de Di Rocco, l'égalisation. L'égalisation sudanaise. On vous le disait, la tête de Di Rocco, le danger sudanais et le stade qui explose. Je fais une interview et tu sais quoi, je m'en rappelle encore. Je dis au mec, je préfère être dans notre situation plutôt que dans la leur. Bam, coup franc, but, égalisation. Connard que je suis. Là, ça bascule par contre. Et là, tu dis, ouais, là par contre, on maîtrise plus. Là, le public, il est en feu, et puis là, le match, il s'en va aller à partir de ce moment-là. Je me souviens, ce match, j'ai parlé avant le match à la mi-temps, terminé. C'était une cocotte minute, c'était un chaudron.
il y avait un bruit pas possible et on pouvait pas parler aux joueurs. Tu sens que le stade est en ébullition, quoi. Donc il va falloir rester costaud. Mais après, on avait l'habitude de ça parce qu'en championnat, on galérait toujours pour gagner des matchs. Voilà, fin du match, on va jouer les prolongations ici à Sedan, un but partout. Et après, on a une prolongation qui est complètement dingue. C'est un rendez-vous avec l'histoire aussi. Le Mans voulait écrire son histoire et Sedan voulait retisser le lien avec son histoire. 2-1 pour eux. La frappe de Lirocco, c'est contre K derrière. Et Sedan qui marque par Olivier K et qui donne l'avantage de buts à 1. Sedan a un pied en finale de la Coupe de France. 3-1. De bloc la vue et K qui va tenter de contrôler cette balle et de frapper immédiatement. Arrêt derrière Yann Jeffy. 3 buts à 1. C'est terminé. Sedan quasiment qualifié pour la finale de la Coupe de France. Moi je suis un fou, hein. À 3-1, moi je pense qu'on peut encore revenir. Donc, et puis je pense que ça peut se faire. Et là je vois l'équipe qui, les joueurs, ils commencent à partir à l'abordage. On était pratiquement 5 attaquants, 4 milieux de terrain, un défenseur. Et bien sûr le gardien de but. Moi j'étais là, je disais mais on va prendre une balise. Si le Mans marque maintenant, qui sait si l'exploit derrière n'est pas possible. Poisson toujours, Adadou qui essaye de prendre cette balle. Et voilà le Mans qui revient à 3 buts à 2. Oh, c'est de la folie, c'est de la folie ce retour. Il n'y avait plus de système, c'était vraiment le match de Coupe de France dans toute sa splendeur. Le coach était pratiquement l'équipe, quoi. Moi j'étais là, j'étais spectateur. Je ne pouvais plus intervenir du tout. Et derrière ça, donc 4-2, parce que nous on était montés à 118e, je crois, ou 119e, on monte tous. Donc on prend un contre. Dégagement de Dangbeto pour Quin, en déviation pour Jeffy, seul devant Agneau, frappe de Jeffy, 4-2, c'est terminé. Cette fois Sedan est en finale de la Coupe de France. C'est une demi-finale exceptionnelle à laquelle nous assistons. Pour moi, sur le 4-2, quand ils mettent leur 4-2, c'est mort. Toute l'équipe du Mans était montée et c'était le jeu de l'équipe du Mans. Ça laissait des espaces payants derrière et les Sedanais, Jeffy en particulier, en ont profité. Alors première constatation, c'est que Jeffy, voilà, qui avait un petit problème musculaire. D'abord c'est pas un claquage, ça c'est sûr. C'est sûrement un petit problème de crampe, mais on le comprend tellement il a couru pendant tout le match plus les prolongations. Une autre chose aussi, c'est que Ndiefi a le sens du but parce qu'il a exploité ce face-à-face avec le gardien Manceau. Et attention, ce n'est peut-être pas terminé. 4-3, le Mans qui revient à 4-3 sur cette frappe. Et il reste encore 3 minutes à jouer. C'est un match invraisemblable. C'est n'importe quoi ce match-là, c'est du n'importe quoi. Donc on fait Cyril 4-3, enroulé. L'ascenseur émotionnel, bam, t'es éliminé. Finalement, tu reviens à 4-3 et tu dis on va y arriver, quoi, on va le faire. Je me souviens, ce qui est extraordinaire dans le stade, c'est que à chaque fois que Sedan marquait, c'est le public chantait on est en finale, on est en finale, on est en finale. Et à chaque fois, le Mans remarquait derrière. On était parti sur du n'importe quoi. Sur du n'importe quoi. 4-3, mais j'y on va égaliser. On va suivre ce dernier coup de pied arrêté avec Ranvillet, justement, ça va très très haut. L'égalisation du Mans, le tir sur la transversale. Ce but est-il rentré? Non. Monsieur Bata dit que ce ballon n'est pas rentré. C'est invraisemblable. A-t-on déjà assisté à une telle prolongation? J'ai eu un flash quand Kiki Penaud il frappe sur la barre, elle tombe sur la ligne de but. Et je pensais qu'elle était rentrée et j'y ai allé au Stade de France. Je pensais que c'était bon, quoi. Quand je l'ai vu, je me suis dit, ouais, c'est bon. Je l'ai vu partir, l'occasion qu'il avait. On ne savait pas si elle avait tapé vraiment sur la ligne ou elle était dedans, et elle remonte et elle ressort. T'as le cœur qui dit oui, t'as envie. Quelle occasion pour l'équipe du Mans, regardez. Ils sont deux tout seuls, ils sont deux, c'est le capitaine. Oh ah non, ça tape la ligne, il n'y a pas de discussion, aucune. Ça tape la ligne. J'étais sûr que le ballon était rentré. Et ensuite, il devait rester peut-être 2-3 minutes de jeu. Et là, j'étais groggy, quoi. Ça m'a assommé. Et puis moi, je joue un peu la tox, parce que je vais voir l'arbitre de touche.
Faut dire, allez rentrer, monsieur l'arbitre. Il y avait but. De l'endroit où on était, on s'est fait voler, Sedan acheté, protégé. Donc voilà, mais la mauvaise foi du supporter. Mais là, tu te dis, on n'a pas de bol. Jusqu'au dernier moment, je pensais qu'ils allaient égaliser. Ouais. Ils étaient en route pour la gloire et ça s'est joué à un faux rebond. Et on se dégage avec Sachi, monsieur Matin qui siffle la fin du match. Sedan est en finale de la Coupe de France. Et l'arbitre siffle. Et là, on est comme des cons. On s'est fait contrer chez eux, c'est un scandale. Tu es sur la déception parce que tu penses forcément au fait que tu étais proche de la finale, quoi. Donc là, ouais, t'es déçu, tu vas voir quand même les supporters parce que c'est normal. On était si proches d'un Stade de France. Et j'aurais vu, moi, 20 000 Monceaux en train de... Comment ça aurait été extraordinaire. Il fallait un vainqueur. Ça n'a pas été nous. On vient de louper notre place au Stade de France, après avoir battu Rennes et Laval. Tout ça pour ça, c'est incroyable. Un sentiment de... Et là, on rentre dans le vestiaire, on se met tous les deux la tête comme ça. Et on ressasse le match. Mais le moment le plus marquant, pour moi, de cette finale, à la fin du match, notre président d'époque, Runiac, il rentre, il pleure comme un gamin. Moi, je me voyais déjà au Stade de France, dans la tribune officielle, à côté du président de la République. Et puis tu vois des joueurs pleurer, des anciens, et tu te dis que voilà, c'est parti de... Voilà, le foot, c'est ça. Des fois, c'est la joie, et des fois, c'est la tristesse. Tout le monde savait qu'on était passé à côté de quelque chose, quoi. Ce match-là, il m'a fait mal. Parce que moi, je me rappelle de Régis Bernardo, mon capitaine, qui pleure après le match. Et Régis, pour moi, on a quasiment fait les chambres communes pendant 5 ans. C'est quelqu'un que je connais, ouais. Moi, j'étais un peu son poulain, mais après, c'est quelqu'un que je connais beaucoup. Il avait du mal à... Les émotions, Régis, il se passait rien. Toi. Mais là, je l'ai vu pleurer dans les douches parce que lui, il était en fin de contrat. Il savait que c'était la fin de sa carrière. Il savait qu'il aurait pu jouer cette finale. C'était super dur parce qu'on devait aller au Stade de France. Ça marque quand tu es jeune et que tu vois ton capitaine qui a 33 ans, 34 ans qui pleure. Il y en a qui pleurent, il y en a qui... Enfin, moi, je dors pas. J'ai pas dormi, je crois. J'ai pas dormi de la nuit. Instant magique pour les Sangliers des Ardennes qualifiés pour une finale de Coupe de France 34 ans après. Les supporters verts et rouges ont été comblés hier soir. Il y a eu du suspense, de l'émotion et puis une nuit de folie. La fête sur le stade, mais aussi dans toute la ville. Les Sedanais ont rendu hommage comme il se doit à leur héros. Dommage que la mascotte césarine, Marc Cassin, n'ait pas eu le droit de faire son entrée sur le terrain pour apporter son groin de folie. Sedan s'est réveillé ce matin avec la gueule de bois après avoir arrosé la victoire face au Mans. Vous avez vraiment le sentiment de passer à côté de l'histoire de votre vie, quoi. C'était soit je partais, soit j'arrêtais ma carrière. J'avais 33 ans, je me suis posé la question. Et puis j'ai été sollicité, mais j'ai décidé d'arrêter. En fait, j'étais même pas déçu pour moi. Mais en fait, j'étais super déçu pour lui. Et 2 ans après, quand moi j'ai la chance de faire une finale, moi j'ai une pensée à Régis. Ouais. À cette époque-là, j'avais 21 ans, donc je m'étais dit peut-être que j'aurais l'occasion d'en jouer une, peut-être, ce qui n'a pas été le cas. Mais maintenant que je me dis qu'on était à un quart d'heure du Stade de France, pour la première en plus, ça aurait été top. On est tombé les armes à la main. C'était une super, magnifique demi-finale de Coupe de France. Mais aujourd'hui, 20 ans plus tard, j'ai un petit regret. Un petit regret que cette balle ne soit pas rentrée pour les pénaltys et pour éventuellement une place en finale de la Coupe de France, aller au Stade de France. J'aurais tant aimé que Le Mans aille jusqu'au bout. Après, gagner une finale de Coupe de France, ça aurait été autre chose. Mais c'est vrai que d'amener tous les Sartois à Paris pour une finale de Coupe de France, c'est un événement extraordinaire que tu vis pratiquement qu'une fois dans ta vie. Et après, sur une finale, on aurait joué Nantes. Et tu sais pas ce qui peut se passer sur une finale. Le premier match au Stade de France, ça aurait été bien d'inaugurer. Coup d'envoi pour le 16 Sedan. J'ai regardé d'un coin de l'œil la finale. Je crois que j'étais à Saint-Jean-de-Mont à ce moment-là, mais j'avais vraiment pas envie de la regarder. J'étais la voir dans un café avec beaucoup d'amertume. Je garde un très très bon souvenir du Mans parce que, j'insiste là-dessus, mais c'est très important. C'est une aventure humaine, mais aussi familiale.
Et la base du football, c'est d'être une aventure humaine. Je vais retenir de cette épopée une vraie équipe de foot. Une vraie équipe, un vrai club, un vrai staff. Et on a tellement rigolé cette saison. On avait une équipe, Cyril, Jean-Luc, Dagui, Kiki Penaud. C'était une belle petite équipe, c'est sympa. Ouais. Sympa. J'ai vraiment apprécié ces moments passés. Le championnat se passe bien, on se maintient. Voilà, un bon maintien, une demi-finale. Moment important, super. On fait naître le club au haut niveau ce jour-là. Pour moi, c'est le palier. Ça a été le début de la prise de conscience que Le Mans pouvait être une ville de football, au même titre qu'elle était celle du circuit ou du basket. On sait qu'on a marqué aussi les esprits, aussi, que les gens vont se souvenir de ce match-là. Mais c'est pour ça qu'on joue au foot, en fin de compte. C'est pour se rappeler des moments qu'on a passés. Des bons, des mauvais, mais donc des moments importants dans une carrière. J'ai la chance de voir Kiki Penaud de temps en temps. Dans la Sarthe, il vient voir ses enfants, on en parle encore, c'est marrant. C'est la Coupe de France. C'est vrai que c'est une épreuve magique. J'espère qu'un jour le club la gagnera cette coupe de France.